Il se passe quelque chose que les grands médias financiers n'ont pas encore nommé clairement. Les flux de capitaux en provenance du Golfe, qui alimentaient discrètement des dizaines de milliards d'actifs chinois depuis plusieurs années, sont en train de se retirer. Silencieusement, méthodiquement. Et la Chine vient de répondre d'une manière que les marchés n'avaient pas anticipée. Ce n'est pas une simple tension diplomatique. C'est un réalignement des forces financières mondiales. Et il se joue en ce moment même sous la surface des indices, dans les taux obligataires, dans les flux de change et dans les décisions d'allocation d'actifs des fonds souverains les plus puissants de la planète. La vraie question n'est pas politique. La vraie question est celle-ci. Qui absorbe les pertes quand deux blocs de capitaux géants se désolidarisent l'un de l'autre? Et surtout, où va l'argent ensuite? Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut remonter quelques années en arrière. Depuis le début des années 2020, les fonds souverains du Golfe, qu'il s'agisse du Public Investment Fund saoudien, du Qatar Investment Authority ou des fonds d'Abu Dhabi, avaient progressivement augmenté leur exposition aux actifs chinois. Actions technologiques cotées à Hong Kong, obligations souveraines en yuan, participation dans des infrastructures et des projets industriels. Le raisonnement était cohérent, diversification loin du dollar, rendements attractifs dans un marché en croissance et alignement géopolitique opportuniste avec une puissance économique alternative. À son pic, cette exposition cumulée représentait des dizaines de milliards de dollars d'actifs détenus par des investisseurs du Golfe directement ou indirectement liés au marché chinois. Ce n'était pas visible dans les gros titres, mais c'était visible dans les données de flux. Et maintenant, ces flux s'inversent. Le retrait n'est pas brutal dans sa forme, mais il est brutal dans ses implications. Les fonds souverains du Golfe ne vont pas en panique, ils rééquilibrent. Mais quand des entités de cette taille rééquilibrent, même lentement, les effets sur les marchés sont réels et mesurables. Les indices actions de Hong Kong ont subi une pression persistante depuis plusieurs semaines. Le yuan offshore, le CNH, a montré des signes de faiblesse inhabituels dans des fenêtres de marché spécifiques, notamment en dehors des heures de trading asiatiques, ce qui correspond précisément au moment où les capitaux du Golfe sont les plus actifs. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un signal. Et voilà où la Chine entre en jeu d'une manière que peu de gens attendaient. Face à ce retrait, Pékin n'a pas tenté de retenir les capitaux avec des mesures d'assouplissement ou des incitations supplémentaires. Au contraire, la réponse chinoise a été de durcir le contrôle sur les flux sortants, d'augmenter la pression réglementaire sur les structures d'investissement offshore utilisées par les fonds étrangers et de signaler clairement que les conditions d'accès au marché chinois pourraient évoluer pour les investisseurs considérés comme peu fiables à long terme. C'est une posture que les marchés lisent comme un signal de force mais qui cache en réalité une vulnérabilité. La Chine a besoin de capitaux étrangers pour soutenir ses marchés domestiques dans un contexte de déflation persistante, de crise immobilière non résolue et de pression sur le bilan des grandes banques d'État. Durcir le ton face aux investisseurs du Golfe est un message politique interne autant qu'un mouvement financier externe. Mais les marchés, eux, ne font pas la distinction. Ils voient une hausse du risque réglementaire et ils ajustent les primes de risque en conséquence. Est-ce que vous pensez que les marchés sous-estiment encore ce risque réglementaire chinois? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant, voici où ça devient vraiment intéressant. Parce que le vrai sujet n'est pas seulement ce qui se passe en Chine. Le vrai sujet, c'est où vont ces capitaux du Golfe qui se retirent. Et là, les données de flux commencent à raconter une histoire très différente. Une partie significative de ces réallocations se dirige vers les marchés obligataires occidentaux, notamment les treasuries américains, et les gilts britanniques, dans un contexte où les rendements restent élevés par rapport aux standards historiques. Une autre partie s'oriente vers des marchés émergents, jugés plus stables géopolitiquement, notamment certains marchés d'Asie du Sud-Est, l'Inde en particulier, et des infrastructures en Afrique où les fonds du Golfe ont une présence historique. Mais surtout, et c'est l'élément le moins discuté, une part de ces flux retourne vers des actifs libellés en dollars dans des structures à court terme. Ce mouvement a une implication directe sur la liquidité dollar mondiale. Il renforce mécaniquement la demande pour les instruments monétaires américains à court terme, ce qui soutient le dollar à un moment où beaucoup anticipaient son affaiblissement. Ce renforcement du dollar, même temporaire, a des conséquences en cascade que les marchés n'ont pas encore pleinement intégrées. Premier effet, les matières premières, libellées en dollars, subissent une pression baissière mécanique. Le pétrole, l'or, les métaux industriels. Or, ces mêmes pays du Golfe sont des exportateurs de pétrole. Un dollar fort comprime les marges en termes réels, même quand les prix nominaux restent stables. C'est une tension interne que les économies du Golfe doivent gérer simultanément. Deuxième effet, les marchés émergents, qui avaient bénéficié de la liquidité en provenance de capitaux du Golfe, réorientés vers eux subissent maintenant une double pression.
D'un côté, ils attirent des flux de réallocation depuis la Chine, ce qui devrait être positif. De l'autre, le dollar plus fort érode la compétitivité de leur devise et pèse sur leurs conditions de financement externe. Le filet n'est pas aussi sûr qu'il y paraît. Troisième effet, et celui-là est le plus sous-estimé, les marchés obligataires chinois eux-mêmes. Quand les capitaux étrangers se retirent des obligations souveraines chinoises, le gouvernement doit soit laisser les rendements monter pour attirer d'autres acheteurs, soit demander aux banques d'État d'absorber l'offre supplémentaire. Les deux options ont un coût. La première resserre les conditions financières dans une économie déjà sous pression déflationniste. La seconde alourdit les bilans bancaires à un moment critique. Si vous suivez de près les dynamiques sur le marché global, ce type d'analyse est exactement ce qu'il faut avoir sur son radar en ce moment. Abonnez-vous pour ne manquer aucun de ces signaux financiers que la plupart des médias grand public ignorent encore. Maintenant, regardons ce que fait l'argent institutionnel. Parce que pendant que le débat public tourne autour des tensions entre la Chine et le Golfe, le capital sophistiqué, lui, est déjà en train de repositionner. Les hedge funds macro ont significativement réduit leur exposition nette aux actions chinoises depuis le début de l'année, un mouvement qui précédait d'ailleurs ce dernier épisode de tension. Ce n'était pas un hasard. Les gestionnaires macro lisent les signaux de flux bien avant que les conséquences ne deviennent visibles dans les prix. Et ces signaux pointaient déjà vers une fragilisation de la demande étrangère pour les actifs chinois. Ce qu'il faut observer maintenant, c'est la position des grandes banques d'investissement sur les dérivés de crédit liés à la dette chinoise. Les CDS souverains, les Credit Default Swaps sur la dette du gouvernement chinois, ont montré un élargissement modeste mais constant de leur spread. Ce n'est pas encore une alerte rouge, mais c'est un indicateur avancé que le marché commence à intégrer un risque qui était considéré comme quasi inexistant il y a 18 mois. Est-ce que ce mouvement sur les CDS vous semble être un signal précoce ou une fausse alerte ? C'est exactement le genre de questions que j'aimerais vous voir débattre dans les commentaires. Il y a un autre angle que presque personne ne mentionne, et il concerne directement les marchés d'échange. Le yuan, le renminbi, est une devise qui reste sous contrôle strict de la Banque populaire de Chine. Pékin fixe chaque matin un taux pivot et ne laisse le marché évoluer que dans une bande de fluctuations définie. Mais en dehors de la Chine continentale, sur le marché offshore de Hong Kong, le yuan dit CNH flotte beaucoup plus librement. Et c'est là que le signal est le plus propre. Depuis que les tensions avec les capitaux du Golfe se sont intensifiées, le CNH offshore a montré une tendance à la faiblesse dans des fenêtres horaires très spécifiques. Les algorithmes de trading haute fréquence qui analysent ces patterns ont clairement identifié des comportements de vente persistants sur certaines plages horaires correspondant au marché du Golfe. Ce n'est pas de la spéculation de notre part, c'est de l'analyse de microstructures de marché. La Banque populaire de Chine a répondu en fixant des pivots légèrement plus forts que prévu pendant plusieurs jours consécutifs. Un signal clair qu'elle résiste à une dépréciation trop rapide du yuan. Mais cette résistance a un coût en réserve de change. Et les réserves de change chinoises, bien qu'encore considérables, sont un indicateur de soutenabilité que les marchés obligataires mondiaux regardent avec attention. Voici maintenant la tension de fond qui structure toute cette dynamique, et elle est fondamentalement macroéconomique. La Chine fait face simultanément à une déflation intérieure, une crise immobilière qui n'est pas résolue, une pression sur ses exportations liée à la montée des barrières tarifaires, et maintenant un retrait partiel des capitaux étrangers dans un contexte de durcissement de son cadre réglementaire. Chacun de ces facteurs, pris isolément, serait gérable. Ensemble, ils créent une combinaison de pression qui contraint fortement les options de politique monétaire de la Banque populaire de Chine. Si elle baisse les taux pour stimuler l'économie, elle aggrave la pression sur le yuan et accélère potentiellement la fuite des capitaux. Si elle maintient les taux, elle ne donne pas à l'économie réelle le soutien dont elle a besoin pour sortir de la spirale déflationniste. C'est un dilemme classique de politique monétaire en économie ouverte, mais avec une intensité particulière dans le contexte actuel. Et pendant ce temps, les investisseurs du Golfe, qui lisent cette équation très bien, ont décidé que la prime de risque offerte par les actifs chinois ne compensait plus suffisamment l'ensemble des risques visibles et cachés. C'est une décision rationnelle de gestion de portefeuille, même si ses implications sont profondes. Seriez-vous acheteur d'actifs chinois à ces niveaux en intégrant ce contexte, ou est-ce que vous attendez un signal plus clair de stabilisation ? Je suis curieux de lire vos analyses dans les commentaires. Maintenant, élargissons encore le prisme, parce que ce qui se joue entre la Chine et les capitaux du Golfe n'est pas un événement isolé. C'est un épisode dans un réalignement beaucoup plus profond de l'architecture financière mondiale. Depuis 2022, les flux de capitaux mondiaux ont connu une désorganisation sans précédent depuis les années 1970. Le gel des réserves russes a créé un précédent que tous les pays détenteurs de grandes réserves en devises étrangères ont pris très au sérieux.
Les fonds souverains du Golfe en font partie. Ils ont depuis accéléré leur réflexion sur la diversification des supports de réserve, y compris vers l'or physique, les actifs réels et les marchés alternatifs. Dans ce contexte, la relation avec la Chine était présentée comme l'une des pièces maîtresses de cette diversification hors dollar. Mais si cette pièce se révèle moins stable que prévu, si le cadre réglementaire est perçu comme imprévisible, si la performance des actifs est décevante dans un contexte de déflation persistante, alors la logique de diversification perd une partie de sa cohérence. Ce moment de repositionnement crée des ondes de choc dans plusieurs directions simultanément, et les marchés ne les ont pas encore toutes prissées. Regardons maintenant ce qui pourrait agir comme catalyseur d'une accélération de cette dynamique dans les prochains mois. Premier catalyseur, les données de croissance chinoises. Si les prochaines publications montrent une poursuite de la faiblesse de la demande intérieure, une déflation des prix à la production ou une contraction du crédit, cela renforcera la narrative de fragilité et amplifiera les sorties de capitaux. Le marché est très sensible à tout signe de déception sur la trajectoire de reprise chinoise. Deuxième catalyseur, les décisions de la Réserve fédérale américaine. Si la Fed maintient ses taux plus longtemps que prévu, le différentiel de taux entre les États-Unis et la Chine reste défavorable aux actifs en yuan. Cela pèse mécaniquement sur les flux d'investissement entrant en Chine et rend les réallocations vers les actifs dollars encore plus attractives pour les capitaux du Golfe. Troisième catalyseur, et c'est celui qui est le moins visible mais potentiellement le plus puissant, les négociations en coulisses sur les termes d'accès au marché. Si des informations émergent indiquant que la Chine impose de nouvelles conditions restrictives aux investisseurs institutionnels étrangers, la réaction des marchés pourrait être bien plus rapide que ce que les volumes actuels laissent anticiper. C'est précisément dans ces moments d'incertitude que les positions se prennent ou se défont avec des conséquences durables. L'argent qui se repositionne maintenant sera en avance sur le consensus de plusieurs mois. Alors, que retenir de tout cela pour la lecture des marchés dans les prochaines semaines? Le yuan offshore mérite une surveillance quotidienne, non pas pour son niveau absolu, mais pour les patterns de pression dans les fenêtres horaires spécifiques. Les spreads de crédit sur la dette chinoise, souveraine et corporate, sont des indicateurs avancés de sentiment institutionnel. Les flux vers les ETF actions de Hong Kong et les obligations libellées en yuan donnent une lecture quasi en temps réel de la direction des capitaux étrangers. Du côté des marchés du Golfe, observer les allocations des fonds souverains vers les marchés obligataires occidentaux donne une indication directe de la destination des capitaux qui quittent la Chine. Cela a des implications pour les rendements des treasuries, pour le dollar et par extension pour l'ensemble de la structure de prix des actifs mondiaux. Et au-delà des données de marché, il y a une question plus profonde que les investisseurs long terme devraient se poser. Si l'une des grandes thèses de diversification des dernières années, à savoir l'allocation vers les actifs chinois comme alternative crédible au dollar, est en train d'être remise en question, quels sont les actifs qui bénéficient de cette remise à plat? L'or, déjà en zone de nouveaux records historiques, continue de recevoir des flux des banques centrales et des fonds souverains. Les infrastructures dans des géographies considérées comme neutres géopolitiquement attirent des capitaux de long terme. Certains marchés émergents sélectifs voient des entrées de capitaux que leurs fondamentaux seuls n'expliqueraient pas entièrement. Ce sont les véritables lignes de force qui se dessinent sous la surface du bruit médiatique. La panique que les titres décrivent est réelle dans ses effets, mais elle masque quelque chose de beaucoup plus structurel. Ce n'est pas simplement la nervosité d'un moment, c'est le début d'une reconfiguration des alliances de capitaux qui va prendre des mois, voire des années, à se stabiliser. Les marchés détestent l'incertitude. Et ce qui se joue entre les capitaux du Golfe et la Chine, c'est précisément une augmentation nette de l'incertitude sur des flux qui étaient jugés prévisibles et stables. Quand ces certitudes tombent, les primes de risque se réajustent. Et quand les primes de risque se réajustent à cette échelle, les conséquences traversent les classes d'actifs d'une manière que les modèles de corrélation standard ne capturent pas toujours. C'est exactement pourquoi ce moment mérite une attention particulière, non pas parce que les marchés s'effondrent, mais parce que les fondements de certains flux de capitaux majeurs sont en train de se repositionner discrètement sous nos yeux. Alors je vous pose la question directement. Pensez-vous que ce retrait des capitaux du Golfe depuis la Chine est un signal temporaire lié aux tensions du moment, ou est-ce que vous voyez quelque chose de plus structurel et durable dans ce mouvement? C'est l'une des questions les plus importantes pour les marchés globaux en ce moment, et j'aimerais sincèrement lire votre point de vue dans les commentaires. Parce que c'est là, dans l'analyse collective, que se construit la meilleure lecture du marché. Pas dans les gros titres. Dans les signaux que la majorité ignore encore.